Moi, j'ai été un peu déçu du discours du président Laurent Gbagbo. Alors, le président Gbagbo s'est prononcé sur plusieurs choses. Hein. Il a dit notamment, je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Oui. Il s'est prononcé sur la lutte contre la corruption. Il a pris 10 engagements. Il a pris 10 engagements. Et sur les 10 engagements, sur les 10 thématiques, il s'est prononcé. Mais une question centrale pour moi n'est pas venue. Laquelle? Comment? Voilà. Comment il fait cela? Il dit par exemple... La mise en œuvre. Voilà. Moi, je l'attendais sur cela, en fait. Je l'attendais moins sur les blagues. Parce qu'à certains moments, j'ai eu beaucoup de peine parce que le décor noir derrière, bon, je n'ai absolument rien contre les humoristes, mais ça ressemblait souvent avec les railleries de la foule, ça ressemblait souvent à une scène de Perpignan. Je n'ai absolument rien contre de Perpignan, hein, il est très bon humoriste. Dans son domaine. Mais je me suis dit, au niveau d'une convention d'un parti politique, face à un candidat potentiel du pouvoir qui s'appelle Alassane Ouattara, qui, en tout compte fait, a un bilan important, je m'attendais à des propos plus fermes, à des propositions plus concrètes, à la façon dont on met en œuvre, par exemple, quand le président Laurent Gbagbo dit « je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire », il a dit « oui, je sais le faire », mais il n'a pas dit comment, d'autant que sous lui aussi, il y avait une dette. J'attendais mieux. Très bien. Vous allez réagir tout à l'heure, honorable, évidemment. Alaphé Ouakili, réaction? Je dirais que peut-être le président Gbagbo a donné une petite indication sur la question en disant que lui, le politique, il donne la vision. Après, il y a les Koulibaly, Mamadou qui disent le comment. Donc ça, c'est un. Maintenant, de deux, moi, ce que j'ai noté, c'est vrai que la thématique match retour n'a pas été abordée, le mot match retour n'a pas été abordé, mais le président Gbagbo a terminé son message d'orientation générale par une expression ancienne. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Donc, et puis il a posé des questions anciennes. Qui a financé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Comment il y a eu telle ou chose? La question qu'il a aussi soulevée tout à l'heure, il ne l'a pas dit ouvertement, mais qui a gagné l'élection? Le Conseil constitutionnel ayant dit que c'est lui qui a gagné, donc il était là à sa place. Donc ça nous ramène encore à beaucoup de choses. Et on était ici il y a quelques semaines où le PPACA avait parlé de dialogue politique pour trouver une solution à la question de l'éligibilité du président Gbagbo. Je voudrais savoir si par rapport au dialogue politique, depuis lors, les choses ont évolué. C'est la question que je voulais poser. Et puis, je voudrais aussi savoir de quel ancien banquier parlait le président Gbagbo après avoir parlé d'un économiste. Le président Alassane Ouattara a été certes banquier, mais il est connu comme économiste. Est-ce que c'est de la même personne qui est à la fois économiste et ancien banquier que parlait le président Laurent Gbagbo, ou bien parlait-il d'une autre personne? Voici là quelques observations que je voulais faire en espérant avoir l'occasion tout à l'heure de revenir par rapport au débat sur deux observations relativement à ce que le président Gbagbo a dit lui-même qu'ils nous renverront dans la fin du débat de tout à l'heure. Mamadou Touré, vous êtes membre du gouvernement. Laurent Gbagbo estime que ce pays est surendetté, donc il s'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Il a annoncé plusieurs actions sur la lutte contre la corruption parce qu'il estime que le niveau de corruption aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très important. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui a été promis, qui n'est pas encore effectif à 100%. Pas mal de sujets abordés. Vous, quand on est au parti au pouvoir, face à cette convention du D'abord, dit André Sylvain Conan, pourquoi vous avez peur des mots? Je veux dire, on est tous d'accord. De quel mot? Non, mais j'en viens, on est certainement en phase. Ce qui s'est passé, c'est du théâtre. Avec des incantations. Là, vous êtes un peu dur. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Des annonces sans propositions concrètes. Beaucoup de contre-vérités. Vous savez, ils ont géré ce pays. Et je dis toujours, l'analyse qu'on peut faire de leur posture, cette analyse doit se faire du point de vue de la crédibilité. Et c'est extrêmement important à lire. Quand Laurent Gbagbo vient dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue, et que, en réalité, les affaires, quand il partait en 2011, la Côte d'Ivoire était classée 154e
pays le plus corrompu au monde, par Transparency International. Et qu'aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, modernisation des institutions, lutte contre la pauvreté, on a la 87e place. Il ne peut pas venir dire que la Côte d'Ivoire est plus corrompue. C'est quand même sous lui qu'il y a eu le scandale donc des concours. Et je voulais rappeler, quand il dit que lui garantit la liberté d'opinion, mais votre collègue Assalé Timoko, qui l'a mis en prison pendant 12 mois pour avoir dénoncé l'achat de concours. Qui a tué Guy André Kiffé? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a brûlé... Non, je termine à lire. Oui, bien sûr. Laisse-moi développer. Non, bien sûr. Qui a brûlé le siège du journal Le Patriote, du Nouveau Réveil, de 24 heures? Il n'a jamais été champion de la liberté de presse. La liberté de presse n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Donc, de par ses actions posées, on peut se poser des questions sur sa crédibilité. Sur l'endettement, il va désendetter la Côte d'Ivoire. Comment? Il ne le dit pas. Et André Sylvain Kona l'a rappelé, mais sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et puis, on parle de la dette comme si la dette était en elle-même un problème. Alors que tous les pays sérieux au monde font de la dette un instrument de développement. Bien évidemment, cela doit être encadré. Vous savez, je peux prendre autant d'exemples. Sur la liberté d'expression, par exemple, je vais rappeler que quand il partait des affaires, la Côte d'Ivoire était 118e, selon le rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 54e, 2023, le classement. La Côte d'Ivoire a progressé sur le plan des libertés individuelles, sur le plan de la démocratie. Il parle de transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais on s'attendait à des mesures concrètes. Mais quand il vient justifier le transfert de la capitale par un changement climatique qui fait qu'il y a la montée des eaux et qu'à Grand Laou, il n'y a même plus de thon parce qu'il y a des eaux, mais est-ce que c'est sérieux? Alors, si vous finissez de transférer les institutions à Yamoussoukro et les populations qui vivent à Abidjan, vous allez les transférer? Je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Vous rejetez en bloc tout ce qu'il a dit? Non, j'ai des doutes sur sa crédibilité. D'accord, très bien. On va permettre à Honorable Tchéidé Jean Gervais de réagir. Honorable, allez-y. Waouh. Alors, je remercie les amis pour toutes ces questions qui... alors, sur le comment déjà, on est à une convention. Une convention, c'est pour investir. Et le discours du candidat investi, c'est pour donner les grandes lignes de sa vision politique. Et nous avons écrit tout ça dans un document qui est dans le domaine public aujourd'hui. Très bien. Et que tout le monde peut consulter. Mieux, comme nous l'avons toujours fait depuis que Laurent Gbagbo est dans la politique, nous écrivons ce que nous allons faire et nous essayons de faire ce qu'on a écrit lorsqu'on arrive au pouvoir. Quand il n'y a pas de rébellion, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un candidat à la présidence de la République donne les grandes lignes de son programme, de son offre politique, ce qui reste à faire, c'est qu'on prenne chacun de ces éléments pour une analyse au cas par cas. On a 10 piliers de cette renaissance, avec 10 engagements qu'il prend en tant que président de la République. Maintenant, il n'a jamais respecté ses engagements. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Il n'a jamais respecté ses engagements. S'il vous plaît. Bon, d'accord. On va faire comme lui tout à l'heure. Il vous a longuement écouté. Allez-y. Dit de cette façon, ça veut donc dire que lui, son président, il respecte ses engagements. Bien on sûr. y reviendra tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Sur les engagements respectés. Je veux dire qu'il a donc dit ce qu'il va faire dans les grandes lignes. Et lorsque nous serons dans le déroulé ou bien dans l'explication au cas par cas de ces actions de gouvernement, eh bien, on pourra aller dans les détails. Donc, quand on trace la vision, on n'est pas obligé, et je crois savoir que le président Ouattara l'a fait aussi lorsqu'il était candidat. On peut reprendre toutes ces vidéos où il annonçait les grands chantiers qu'il va faire. Quand il promettait les milliards par département, il n'a pas dit comment il allait faire pour que ces milliards-là, qui ne sont jamais arrivés d'ailleurs... Ah si. Si. Bon, comment il allait faire pour que ces milliards arrivent? Si. Les populations de ces zones-là nous diront si ces milliards sont arrivés. Le moment viendra lorsque la campagne électorale va commencer. Deuxièmement, le dialogue politique. Vous avez posé la question de savoir est-ce que le dialogue politique a été relancé. Bon, alors nous ne sommes pas aux affaires. Nous sommes demandeurs du dialogue. Et fidèle à notre philosophie du asseyons-nous et discutons, nous avons écrit au gouvernement
pour dire sur la question des droits civiques du président Gbagbo qui lui ont été, je vais dire, enlevés à la suite d'une condamnation que nous jugeons politique. Eh bien, nous pensons qu'il faut qu'on se voie pour qu'on parle. Puisque ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'une décision de justice eh bien, frappe quelqu'un d'inéligibilité. Le président Ouattara, qui était Premier ministre à l'époque, la Cour suprême de Côte d'Ivoire avait déclaré qu'il était inéligible et la décision existe. En 2005, après Pretoria, le président Thabo Mbeki a demandé au président Gbagbo de faire ce qu'il peut en regardant dans la Constitution. Tout le monde est au courant de ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est une décision politique pour qu'on puisse avancer. Donc c'est par rapport à ça que nous, on a écrit. Le président de la République est aux affaires, c'est lui qui a les manettes, ça fait la deuxième fois que je le dis sur ce plateau. Il lui est possible d'utiliser les voies qui lui paraissent les mieux appropriées pour effacer la condamnation qui prive de ses droits civiques le président Gbagbo. Ce n'est pas la réinscription sur la liste électorale qui est la question. La question, c'est de lever la salissure qui est sur un homme, qui est l'opprobre qui est sur un homme par rapport à une question, à une manœuvre politique. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas d'issue favorable sur le dialogue politique émanant du gouvernement du président de la République. On a écrit au Premier ministre, c'est cela, puisque vous l'avez rappelé. C'est le Premier ministre qui gère le gouvernement. Eh bien, nous sommes dans l'attente de leur réponse. On l'a relancé 2 fois. On attend qu'ils prennent le temps de nous répondre. Pendant ce temps, nous déroulons notre programme politique. Nous partons à l'investiture de notre candidat. Très bien. Et nous faisons ce que la démocratie recommande en pareille circonstance. Il faut s'organiser en tant que parti politique, se préparer et puis attendre que le gouvernement réponde. Après la convention, nous allons certainement les relancer encore pour qu'on discute. Parce qu'il vaut mieux, et je crois que c'est sur ce plateau qu'on disait, lorsque le président, enfin le ministre d'État, le ministre de la Défense est allé au Burkina pour rencontrer son homologue burkinabé. Et quelqu'un disait ici que quand on se parle, c'est mieux parce que là, on évite d'en venir aux mains. Et donc, nous, on pense que c'est mieux de se parler entre Ivoiriens pour lever progressivement tout ce qu'il y a comme obstacle sur le chemin de la décrispation, de la réconciiliation, pour qu'on aille à des élections apaisées. Et c'est pour ça qu'on privilégie la parole sur le plateau de NCI, notamment NCI 360. Alors, j'en arrive. Allez-y, allez-y. Alors, bon, la question du banquier, ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo, lorsqu'il se prononce, parle du banquier. Si vous revenez au face-à-face qu'il y a eu en 2010, à l'élection présidentielle de 2010, le face-à-face qu'il a opposé au président Ouattara, il avait dit exactement la même chose. Il dit, on me reproche souvent de ne pas être un banquier ni un économiste. Et qu'en revanche, mon adversaire réunit les 2 qualités, il est banquier. Mais ce que la Côte d'Ivoire cherche, c'est un chef d'État, c'est un président de la République qui va prendre des décisions. C'est ce qu'il avait dit en 2010. C'est ce qu'il vient de redire. Et ces derniers temps, depuis qu'on a annoncé que le président Gbagbo est notre candidat, les mêmes critiques sur son manque de connaissances en matière économique, en matière de banque, reviennent. Et donc, il a pris l'exemple pour dire, en France, par exemple, je crois que vous avez suivi, il a donné 2 ou 3 cas. Bien sûr, bien sûr. Pierre Bérégovoy, qui a été ministre de l'économie et des finances de Mitterrand et qui a terminé Premier ministre, même s'il s'est suicidé après, eh bien, était un soudeur. Eh bien, il a été l'un des meilleurs ministres de l'économie et des finances que la France ait eu. Donc, il voulait dire par là que mon adversaire, parce que son adversaire, c'est le président Alassane Ouattara, ce n'est pas dans l'opposition, nous sommes tous dans l'opposition. Donc, il ne peut pas avoir un adversaire dans l'opposition. C'est son adversaire, son face-to-face direct, c'est le président Alassane Ouattara qui parle. Et c'est à lui qui s'adresse en disant, vos partisans disent tout le temps que vous êtes économiste, vous êtes banquier, et que moi, je ne le suis pas. Mais je rappelle que tout le banquier que je ne suis pas là, voilà ce que j'ai fait quand je suis devenu président. Et je rappelle pour ceux qui le... Est-ce valable à l'intention de tous les banquiers? S'il vous plaît. Non, non. Ou d'un seul banquier? Il parle à celui qui lui reproche. Seul banquier. Le seul banquier qui lui reproche. Mais les autres banquiers peuvent être aussi bons que lui, au moins. C'est-à-dire tout autre banquier candidat peut être meilleur que le non-banquier Laurent La question Gbagbo. de fond que ça pose, le débat de fond que ça pose, c'est que est-ce que pour un État, on a besoin des spécialités ou alors on a besoin d'un homme d'État
qui a une vision. C'est une question valable pour tout le monde dans l'espace. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, quand on dit... Non pour le candidat Ouattara seul. S'il vous plaît, Alafé. Monsieur Alafé, je peux parler. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, Allez-y. je vais parler. Aujourd'hui, là, les deux qui sont en face de moi, là, ils sont Honorable, allez-y. C'est pour ça qu'on vous laisse un temps de parole plus long. Ils sont debout sur moi. Non, allez-y. Non, je voulais dire que, sérieusement, le président Gbagbo soulève la question de fond qui est qu'un État a besoin d'un chef d'État. Ouais. Il a besoin d'un président de la République. Si par ailleurs il a une spécialité, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas ça qu'on met en avant. La preuve, c'est que lui-même, historien qu'il est, il a été président de la République et nous avons réussi à renouer les relations financières avec les institutions de Bretton Woods, des relations qui avaient été rompues lorsqu'on arrivait au pouvoir à cause du scandale des 18 milliards de l'Union européenne et grâce à sa 1998, me semble-t-il. En 98, oui. 98, pardon. Eh bien, on a renoué. Lorsqu'il y a eu la transition militaire, tout était fermé. Il n'y avait aucun contact. Il a renoué. L'historien a renoué. Je termine. Oui, terminez. L'historien a renoué avec les institutions. Mieux, par sa gestion rigoureuse dans le cadre du budget sécurisé, on a pu être éligible au PPTE auquel on est revenu maintenant, là, pour avoir le point de décision. Et le point de décision, on a tellement bien travaillé qu'au moment où on nous renversait, on était au point d'achèvement. Et c'est les retombées de ce point d'achèvement-là qui ont été dilapidées. Et puis on est redevenu PPTE aujourd'hui encore. Très bien. Donc, je termine la dernière question. En 30 secondes, ça fait un moment que vous avez la parole. Oui, bon, on a posé beaucoup de questions. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais laisser du temps aussi. Voilà. Le monsieur Touré dit c'est du théâtre, c'est des incantations et tout et tout. Bon, nous avons organisé une convention. D'accord ? Si certains trouvent que c'est du théâtre, bon, c'est leur appréciation. Mais les militants du PPACI ont estimé qu'il nous fallait faire cette réunion du parti, procéder à l'investiture de notre candidat et puis aller en campagne. Peut-être que ça ne s'est pas fait de la manière dont le RHDP aurait voulu, mais on les attend quand ils vont faire leur convention. Peut-être qu'elle sera plus théâtrale ou plus chose. Et à la convention, certainement, qu'ils vont faire des projections PowerPoint pour décrire dans le moins de détails comment ils comptent mettre en déroule leur programme. On le verra. Mais nous avons fait une convention dans la rigueur. Maintenant, la liberté de presse, franchement, dire que Laurent Gbagbo, celui qui est liberticide, bon, évidemment, il y en a qui, quand ils regardent dans le miroir, au lieu de se voir soi-même, ils voient les autres. C'est quelque chose qu'il faut soigner aussi. Laurent Gbagbo n'est pas liberticide. Surtout l'un s'en faut. En matière de liberté de presse, c'est celui qui est à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité de ceux du monde de la presse, à libérer le monde de la presse. Maintenant, Jean-Hélène qui fait tout ça, bon, on aurait pensé que quand il était au pouvoir, il a caché la vérité sur l'assassinat d'André Kiffé. Maintenant, 14 ans après, ceux qui accusaient d'avoir tué Kiffé ne nous ont toujours pas dit, avec tous les moyens de l'État qu'ils ont, en quoi et comment, avec preuve à l'appui, le président Laurent Gbagbo, dans ce régime, aurait procédé à ces assassinats. Très bien. Il faut maintenant qu'on sorte aussi des anathèmes et des invectives inutiles pour aller au débat essentiel. Qui propose quoi pour la Côte d'Ivoire et comment on fait pour remettre ces pays ensemble pour commencer à faire le travail de la reconstruction nationale? C'est ça qui est le plus important. Allez. Très bien. Alors, je reviendrai, monsieur le ministre, vous me permettrez de prendre monsieur Copry Martial qui nous appelle de Paris, qui a une question pour l'honorable Tchéidé Jean Gervais, une question, me semble-t-il, sur la thématique de la réconciliation nationale. Monsieur Copry, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Nous vous écoutons très rapidement. Je comprends difficilement qu'on puisse parler de réconciliation nationale. Pourquoi? Des anciens amis arrivent difficilement à se réconcilier. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, avec Assimi Nguessan, avec Blaise Goudé, avec Simone Gbagbo, sont divisés et ils veulent réconcilier toute la nation. Comment est-ce qu'ils arrivent à réconcilier toute la nation quand ils n'arrivent pas à réconcilier leurs anciens amis? D'accord. La première question. Ensuite, il y a une deuxième. Allez-y rapidement. Oui, rapidement, c'est par rapport aux civilités. Alors, on dit Vladimir Poutine, on dit Emmanuel Macron, on dit Joe Biden, et on exige qu'on dise Monsieur le ministre, ou Monsieur le président, ou Monsieur le directeur général. Non, il faut à un moment donné être cohérent.
Si on dit Emmanuel Macron qui est un président de la République, si on dit Vladimir Poutine qui est un président de la République, on dit Joe Biden qui est un président de la République, il faut accepter qu'on puisse dire Alassane Ouattara, qu'on puisse dire Mamadou Touré, qu'on puisse dire, je ne sais pas, même Ali Diarasouba, sans avoir... Oui, moi, on peut m'appeler comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, une civilité, monsieur le Président, son Excellence, le haut représentant du président de la République... On a bien entendu votre point de vue. Représentant et tout ça. Merci beaucoup, M. Kopri Martial. Merci, Honorable, vous allez répondre à cela tout à l'heure. Oui. Toi, Mamadou, allez-y. Mais Kopri vient de dire une chose importante. Laquelle? Et qui me conforte donc dans ma position. Tout le débat tourne autour de la crédibilité des acteurs. Parce que tout à l'heure, il dit qu'on regarde ce que chacun propose. Oui, mais tout le monde peut proposer. Mais quelle est notre crédibilité dans notre proposition? Vous parlez de réconciliation nationale, il a dit, vous avez divisé votre famille politique. Vous n'arrivez même pas à vous asseoir avec vos enfants, etc. pour parler. Vous parlez d'avoir un chef d'État et non un économiste, etc. et qu'il faut un homme d'État. On est d'accord. Oui, il faut un chef d'État. Il faut un homme d'État, quelqu'un qui sait décider. Mais Laurent Gbagbo est tout sauf un homme d'État. Et ça a été démontré depuis qu'il gouvernait et depuis son retour. Toutes les actions posées sont de nature même à discréditer la fonction qu'il a incarnée à un moment donné. Exemple. Vous cherchez un chef d'État, vous avez un chef d'État à la tête de ce pays, qui sait décider, qui sait prendre des décisions, qui sait protéger sa population, qui sait sécuriser sa population, qui sait prendre des options courageuses pour son pays. Alors, je ne sais pas s'il sera candidat, mais je regarde plutôt le projet du PPACI, parce que je pense que c'est un projet qui est présenté. Que Laurent Gbagbo soit candidat ou pas, ce projet sera présenté en 2025, avec certainement le candidat par substitution qui va remplacer Laurent Gbagbo s'il n'est pas candidat. Et donc nous disons que sur ça, le PPACI n'est pas crédible. Vous parlez de liberté de la presse, je suis très factuel, monsieur. Assalé Timoko a-t-il été mis en prison parce qu'il a dénoncé la corruption de votre régime ou pas? A-t-il été condamné à 12 mois d'emprisonnement ou pas? Niamate, qui était journaliste au Nouveau Réveil, qui a traité donc Laurent Gbagbo d'Ali Baba et des 40 voleurs, a-t-il eu des ennuis judiciaires et a-t-il été condamné ou pas? On ne peut pas tromper les Ivoiriens. Pour délit de presse? Bien sûr, pour délit d'opinion. Vous avez la décision? Délit d'opinion. Il a été poursuivi pour avoir dénoncé Laurent Gbagbo et son entourage. Alors, allez à l'hôtel Ivoire pour dire, oui, voilà, moi, Yodé et Siro, on chantait ceci, à la limite, je suis le seul dirigeant en Côte d'Ivoire à avoir condamné, alors que votre secrétaire, qui a été mêlé à une affaire de corruption avec une maison de téléphonie mobile, qui avait été arrêté, vous l'avez fait libérer. Alors que Gossio Marcel et l'ancien gouverneur d'Abidjan, Amoundji, à la suite d'une enquête diligentée par l'ancien premier ministre Bani, mêlé aux questions de déchets toxiques, qui avaient été débarqués de leurs fonctions, Laurent Gbagbo les a réinstallés en toute impunité. Vous n'êtes pas crédible. Sur tous les sujets que vous abordez, vous n'êtes pas crédible. Très bien. André Silver-Conan, ensuite Honorable Tchédé va réagir à tout cela. André, allez-y. Pour être honnête, sur le plan de la liberté de la presse, le classement de Reporters sans frontières classe mieux aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour être honnête. Moi, je suis un exemple parfait. J'étais journaliste au sein d'une rédaction Nouveau Réveil, pour ne pas citer. J'ai été arrêté sous Laurent Gbagbo pour un dossier que j'avais fait avec mon directeur de publication à son temps, Denis Cazion, qui est aujourd'hui maire de Tout-le-Pleu. Ça, c'est vrai. Et l'affaire de Niamante qu'il cite, moi j'étais rédacteur en chef à ce moment du journal Le Repère, et Niamante avait été aussi arrêté, c'était sous Laurent Gbagbo. Il est indéniable qu'il y a eu du mieux entre hier et aujourd'hui, et l'indicateur le plus intéressant, c'est celui du classement de RSF. RSF, c'est Reporters sans frontières, il faut le préciser. Voilà. Maintenant, parlant de l'affaire du banquier de l'économiste, je pense que peut-être que le PPACI devra clarifier les choses avec son allié potentiel ou son partenaire. Je ne sais plus très bien le statut qui existe entre les deux parties, avec les gens du PDCI qui comprennent que le président Laurent Gbagbo s'est aussi attaqué à l'ancien banquier Tidiane Thiam. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si je suis en train de prendre un exemple... Tu as dit qu'il ne s'agissait pas de Tidiane Thiam. Oui, mais il a aussi dit, quand Alain lui a posé la question, il s'agit de tous les banquiers, et il n'a pas pu dire spécifiquement
qu'il Bon, ne il aura s'agit la pas de parole tout à Thiam. l'heure. Voilà, donc il faut peut-être, c'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être clarifier cela avec leurs partenaires. Voilà. Mais sur la question du banquier, le président Laurent Gbagbo s'est trompé. Il a Pourquoi? cité l'exemple de Georges Pompidou. Mais c'est le mauvais exemple. Parce que Georges Pompidou était banquier. Si, il a cité. Si, Il a cité Georges Ouais. Pompidou. Oui, il a cité Georges Pompidou. Georges Pompidou Allons-y. était banquier. Voilà, donc même cet exemple qu'il a pris n'était pas juste. Quand il a pris l'exemple du dernier Premier ministre de François Mitterrand, mais qui était le dernier Premier ministre du président Laurent Gbagbo? C'est Gilbert Akembo, professeur en économie. Donc, ça ne cadre pas avec ce que lui-même dit. Vous voyez, et il faut que les politiques comprennent que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il y aura des gens comme nous qui vont décrypter leur discours. Et donc, ils doivent être de plus en plus outillés, prendre suffisamment d'éléments pour ne pas nous amener à faire ce genre de critique. Alors, tout à l'heure, le secrétaire général a dit que le moment arrive, notamment pendant la campagne. Moi, c'est un débat constant que je mène avec les opposants. Non, c'est une erreur. Moi, en tant que citoyen, j'attends que les partis d'opposition viennent me convaincre de ce qu'ils pourraient faire de mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que, je le précise, on peut aimer le président Alassane Ouattara ou ne pas l'aimer, mais son bilan macroéconomique, il est indéniable. Il est bon. En dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, on voit qu'il y a des indicateurs qui se sont améliorés. C'est indéniable. Et donc, face à un candidat potentiel pareil, et quand bien même il ne serait pas candidat, face à un candidat issu de son camp, il faut plus que des incantations pour convaincre le citoyen que nous sommes, que les partis d'opposition ont la capacité de faire mieux. Et donc, sur cette thématique, il ne faut pas attendre la campagne. Il faut que le PPAC nous dise, par exemple, sur la question de la sécurité, comment il compte s'y prendre pour ne pas qu'il y ait encore une rébellion, puisque sous le président Laurent Gbagbo, il y a une rébellion. Voilà, donc on attend leurs propositions, surtout sur la faisabilité de toutes leurs propositions. C'est très important bien Ah pour les citoyens. Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Oui, Honorable, allez-y, vous avez du temps pour répondre Merci à tout ça. beaucoup. Alors, ça fait effectivement beaucoup de questions. Je commence par la dernière. Sur la question de la rébellion qui rejoint un peu... Sur Afrique Diverse TV. Et vous avez, chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.